Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui peut nous amener à persévérer? Qu'est-ce qui est notre moteur afin de continuer? Je pense d'abord qu'il faut aimer ce que l'on fait. Lorsqu'on a envie de faire quelque chose, eh bien, ça nous donne envie de persévérer, même si on rencontre certaines embûches. Il y a également l'estime de nous-mêmes. Lorsque l'on sait qu'on est capable de faire quelque chose, que si on y met des efforts, on peut réussir, eh bien, ça nous donne envie de continuer. Et nous, en tant que parents, on est là pour accompagner nos enfants à découvrir c'est quoi l'estime de soi, également à les amener à réussir certaines petites tâches pour construire tranquillement cette estime-là. Mais quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Ça fait partie des questions que je vais poser aujourd'hui à deux parents leaders, Nancy Doyon et Martin Daigle, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Nancy, Martin, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, parlez-nous de l'estime de soi. En quoi l'estime de soi, c'est un moteur important pour la persévérance scolaire? En fait, je trouve ça intéressant qu'on fasse aussi une petite différence entre estime de soi et confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Donc, tu sais, c'est de se dire, ben, je suis une bonne personne, je suis important. Par exemple, tu sais, l'estime de soi va faire que je vais peut-être plus lever ma main en classe pour poser des questions parce que je considère que mes questions, je suis assez importante pour poser des questions. L'estime de soi peut faire que je vais avoir plus d'amis à l'école parce que, tu sais, je vais aller plus vers les autres. Si j'ai plus d'amis, je vais aimer plus l'école, etc. La confiance en soi, ça, c'est plus, j'ai confiance que je suis capable de. Le potentiel de. Ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que si j'ai confiance que je suis capable de, par exemple, de réussir en mathématiques, je risque de mettre plus d'efforts en mathématiques. Quand je bute sur une difficulté, je risque, si j'ai une bonne confiance en moi, je risque de me dire, ouais, je suis sûrement capable de trouver la bonne réponse. Donc, je vais réfléchir plus. Si je fais plus d'efforts, puis je réfléchis plus et j'essaye plus, puis je me décourage pas devant les difficultés, ben, j'ai plus de chances de réussir. Et plus je vivrai de réussite, ben, plus je vais être motivée. Oui, je comprends. Mais justement, on s'entend, la nuance est quand même assez fine entre les deux pour les parents de tout petits. Si on dit, disons, 2 à 5 ans environ, comment on fait pour semer ces petites graines-là? Autant, d'abord, parlons peut-être d'estime. Est-ce que vraiment la relation de notre tout petit par rapport à lui-même est envers les autres? Est-ce qu'on doit l'encourager, un peu le pousser en bas du nid pour qu'il développe cette estime-là de lui-même? Chérie? Écoute, je te laisse aller. Écoute, en 2 à 5 ans, de toute façon, tout le long de la vie, il faut avoir en tête que l'estime de soi, c'est un peu des montagnes russes. Il y a des bouts où ça va mieux, des bouts où ça va mieux, où ça va moins bien. Tu allais dire quelque chose? Non, je l'approuvais. Vous voyez ce que c'est un couple? Eh oui! Et donc, c'est ça, ça varie beaucoup. Des fois, je vais avoir une meilleure estime de moi dans certaines périodes, moins dans d'autres. Au niveau de la confiance en soi, ça peut varier d'un secteur à l'autre. Donc, j'ai confiance en moi comme conférencière, mais sur un terrain de volleyball, lui, il a confiance en lui, moi, pas tant. Mais justement, nos forces, j'imagine, nos petites victoires, nos succès du quotidien viennent renforcer justement notre estime. La confiance surtout. La confiance surtout. L'estime, elle, va être plus basée sur, surtout en petite enfance, ça va être surtout basé sur l'image de moi que les adultes autour de moi me renvoient. Est-ce qu'on me fait croire que je suis quelqu'un de bien? Est-ce qu'on me fait croire que je suis quelqu'un d'aimé et quelqu'un d'aimable? Donc, surtout, en grandissant, l'estime de soi, ça va être comment je m'aime moi-même. Et en petite enfance, là, c'est beaucoup lié au regard de l'adulte.
de l'adulte. Mais justement, par exemple, notre enfant débute quelque chose. Là, j'irais plus vers le 4, 5, 6 ans. Un sport, par exemple. Et il dit, moi, je suis nul, ça me tente pas, je suis pas bon. Puis effectivement, peut-être qu'il n'atteint pas les résultats escomptés ou il n'a pas le succès qu'il espère avoir. Est-ce qu'on le pousse pour justement l'amener à se dépasser au risque peut-être d'écraser un peu la confiance justement qu'il a en lui-même, en ses propres aptitudes? Comment on devrait gérer ça? Mais moi, je dirais, il faut pousser, mais faire attention quand même. Pas trop pousser. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que si jamais on pousse trop et que l'enfant vit des échecs par-dessus échecs, de ce côté-là, l'effet qu'on veut va être le contraire complètement. Donc, on va le pousser plus souvent vers l'échec, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir une faible estime de lui-même. Peut-être qu'on peut davantage accompagner, surtout en petite enfance, accompagner l'enfant pour s'assurer qu'il ait le support nécessaire pour vivre des réussites. Exact. Ouais. Parce qu'à travers tout ça, la confiance qu'il va construire, ça va être vraiment à travers les échecs et les réussites qu'il va avoir. Donc, à titre de parent, on se doit de les accompagner aussi à travers ces événements-là. Je pense qu'il y a 2 pièges, en fait, comme parent. C'est de soit tomber dans le piège 1, qui est le piège de la surprotection, c'est un piège à ours en petite enfance, de vouloir que nos enfants ne vivent jamais d'échecs, jamais de difficultés, de leur rendre la vie trop facile, de leur Parce que ça nous fait mal aussi, nous-mêmes. Oui, écoute, on n'aime pas ça, les voir pleurer, ces petites bêtes-là. Tu sais, je sais pas, moi, 4 ans, ils font une espèce de premier concours de danse, puis finalement, ils sont pas très bons, ils sont catastrophiques. Je veux dire, on trouve ça triste quand c'est difficile pour eux, puis des fois, on peut être tenté de trop leur rendre la vie facile. Quand on fait ça, d'une part, ben, on ne bâtit pas leur résilience, leur capacité à vivre des échecs et se relever. D'autre part, ce qu'on leur dit, c'est « je pense que tu n'es pas capable ». L'autre piège, ben, c'est celui dont Martin a parlé, c'est de juste comme pousser notre enfant en disant « vas-y, tu es capable, fais-le ». Et de le pousser dans des choses où on sait qu'il va vivre échec par-dessus échec, puis pas assez l'accompagner. Fait que, tu sais, la vérité, puis c'est pas facile à trouver, là, tu sais, puis j'en d'être vraiment au centre de tout ça, finalement. Tu sais, on a le droit d'être un peu passé, puis un peu trop, mais tu sais, il faut essayer de trouver le juste équilibre, de faire vivre à nos enfants des défis réguliers et de les accompagner là-dedans. Et dans les défis qu'on leur fait vivre, c'est important d'avoir la conscience qu'il y a certains défis qui vont être plus simples à réaliser pour notre enfant pour qu'il puisse vivre ces réussites-là. Ouais. Donc, des défis qui sont variés, certains défis qui sont tout petits, tout faciles, d'autres un peu plus difficiles, mais là, je l'accompagne. Puis, tu sais, quand on parle de défis, là, on ne parle pas nécessairement des compétitions sportives. Là. Non. Ça commence. Moduler les défis, même du quotidien, ne serait-ce que de petites tâches, mais le fait qu'il soit capable de les accomplir, ça va lui donner une petite victoire, entre guillemets, une petite étoile dans son propre cahier personnel. Et puis, hop, de fois en fois, il va gagner justement en confiance, en même l'estime. Il va voir aussi dans notre regard qu'on est fier de lui. Mais ça m'amène justement à la fameuse phrase. J'en ai d'ailleurs discuté dans d'autres épisodes, ça revient, mais j'aimerais vous entendre, vous deux parents, là-dessus. Moi, je dois dire j'avais, parce que depuis que je tourne les épisodes du balado, j'évolue, je dirais ça, j'évolue comme maman. J'avais tendance à dire à mes enfants que je suis fière d'eux. Je dois l'admettre, peut-être que ça m'a manqué quand j'étais jeune, je sais pas, mais bref, fière pour tout et pour rien. J'étais très, très fière qu'ils fassent de petites choses et très, très fière lorsqu'ils accomplissent de grandes choses. Mais de lecture en lecture, je me rends compte que justement, comment les encourager, mais sans nécessairement cette fameuse phrase « Je suis fière de toi ». Merci. Mais ce qui est important, j'aime beaucoup le fait que, à titre de parent, on le fait tous. Et moi-même, je l'ai fait très, très souvent. Hein? Papa, il est fier de toi. Mon fils, quand il jouait au hockey, puis il réussit un but, oh mon Dieu, je suis fier de toi. Maintenant, de prendre conscience que l'enfant, ce qu'il entend comme message, souvent, c'est « je suis fier de toi seulement quand tu réussis »,
c'est un message, des fois, qui peut être très impactant dans la vie des enfants. Donc, des fois, de juste retourner la question, à savoir, l'enfant va poser, est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que toi, tu es fier de toi? Est-ce que tu as donné l'effort nécessaire? Oui, ou est-ce que tu es simplement content? Oui. Puis, pour moi, c'est parce qu'il faut penser que des enfants, ça pense en noir et blanc. Donc, si je dis à mon enfant, « Wow, je suis fière de toi, tu as fait un beau dessin, tu as fait une fleur avec plein de couleurs », bien, l'enfant, je suis fière de toi, ça goûte l'amour. Hein? Fait que là, c'est comme, ma mère m'aime parce que j'ai dessiné une fleur avec plein de couleurs. Et là, ce qu'elle risque de développer, c'est l'habitude de je vais dessiner que des fleurs avec plein de couleurs. Je ne dessinerai pas des maisons parce que l'autre fois, quand j'ai dessiné une maison, elle n'a rien dit. Et tu sais, admettons, je dis à l'enfant, je suis fière de toi, tu as tout mangé. Ah! Donc, si je ne veux pas que ma mère soit déçue de moi, je dois tout manger, même si mes signaux de satiété me disent que j'ai plus faim. Donc, il faut faire un peu attention. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, ces phrases-là, ça ne veut pas dire de ne plus les dire. C'est juste de les garder pour les grandes occasions. Je suis fière de toi, je suis fière de la personne que tu es. Tu sais, je suis fière de toi, tu as fait un beau caca. Là, oui, mais on est tellement heureux quand ils finissent par être propres. Hein? On les encourage de bien moi, j'aime ça. Puis c'est correct de les encourager, par exemple. Hein? Puis, tu sais, moi, j'ai une capsule vidéo sur YouTube qui parle de ce thème-là. Puis les gens réagissaient en disant, voyons, tu nous dis de plus encourager nos enfants. Je dis, non, c'est pas ça que je dis. Attention, ce que je dis, c'est, pour moi, je suis fière de toi, là, c'est le plus méga wow des méga wow. Je comprends. C'est le summum du compliment. On peut-tu le garder pour les grandes occasions? J'ai dit à ma fille que j'étais fière d'elle quand elle est allée chercher son diplôme d'études secondaires. Je lui dis que je suis fière d'elle quand je trouve qu'elle est une belle personne puis que je trouve que qu'elle a des belles valeurs. Ouais, ou un geste de bonté, parfois même un geste d'empathie, de générosité, peu importe, pour valoriser aussi, pas seulement les gestes, mais le savoir-être et pas juste le savoir-faire. Ça, je trouve ça intéressant. Exact. Le reste du temps, puis tu sais, même les bravos, champions, c'était génial, extraordinaire, on peut les utiliser, mais il faut faire un petit peu attention à la survalorisation. Tu sais, parfois, juste de regarder justement le dessin et de dire « Hein, tu as dessiné une fleur! Hey, et tu as mis plein de couleurs, c'est cool! » Point. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas de besoin qu'on fasse 3 saltos arrière, là. Tu sais, c'est pas nécessaire. Donc, tu sais, je pense simplement aussi de prendre le temps, de regarder le dessin, qu'ils sentent aussi qu'on est là, qu'on a vu ce qu'ils ont fait, sans nécessairement, comme tu dis, surcomplimenter. Je pense que simplement la connexion et de prendre le temps peut être aussi, voire même plus payant à long terme et pour l'enfant que justement de surcomplimenter parce que même, je dirais, mon tout petit, mon deuxième, il a 3 ans et c'est pernicieux. Je me rends compte qu'on avait tendance à justement champion, fier de toi, numéro 1, 10 sur 10, bravo. Et là, si on ne le dit pas parce que justement, ça ne donne pas ou autre, parfois, il nous le demande. « Hey, est-ce que je suis un champion aujourd'hui? » Puis là, je me dis, puis il n'a que 3 ans. Donc, c'est ça, on apprend à moduler, on apprend à lui expliquer. Il est encore petit, évidemment, mais c'était parti d'une bonne intention et déjà, on sent que ça peut jouer. Et ça m'amène à une autre phrase célèbre qu'on entend, je trouve, un peu trop souvent. « Tu me fais de la peine. » Hein, parfois, là, fais pas ça fait de la peine à maman, ou « Oh, mange donc justement le gâteau que mamie a fait, tu vas faire de la peine à mamie » ou peu importe. On devrait plus utiliser ça. Un autre truc que je trouve qui est hyper corrosif pour l'estime de soi, c'est « je suis déçue ». Et j'ai même entendu pire, « je suis déçue de toi ». Ouf! Je suis une adulte, puis ça me fait mal de l'entendre. Ben oui. Tu sais, moi, si Martin, je sais pas, moi, si Martin me demande quelque chose, puis je l'ai pas fait à son goût et qu'il me dit « et que je suis déçue », ça goûte tellement le rejet, là. Ça, puis ou tu sais, même tu vas me faire de la peine, comme tu disais tantôt, ou bon, ben tu sais, ici au Québec, on n'est pas si mal là-dessus, mais je l'entends ailleurs dans le monde, là. T'es pas gentil, c'est pas gentil de faire ça, c'est méchant de faire ça. Attention, tu sais, à ce type de commentaire-là. Est-ce qu'on peut dire « Oh, ça, je suis pas d'accord ».
Ah, j'aime ça, OK. Parce que justement, parfois, il arrive des comportements inacceptables et c'est Ben aussi oui. notre rôle de bien encadrer l'enfant et de lui montrer. Donc, parler En particulier en davantage du petite geste. enfance. Oui, Tu sais, en exactement. particulier en petite enfance, un des rôles du petit enfant, c'est de caser ça, c'est permis, ça ne l'est pas, ça, c'est adéquat, ça ne l'est pas. Tu sais, il a besoin de caser, puis il a besoin que ce soit assez clair. Fait que, tu sais, de dire non, ça, c'est pas permis, mon cœur. Ou non, ça, j'apprécie pas quand tu fais ça. C'est pas cool. Ou est-ce qu'on pourrait dire quand même que le geste n'est pas approprié ou le geste, sans dire qu'il est méchant, mais le geste peut faire mal à quelqu'un? Pas jamais renvoyer à lui, mais renvoyer au geste, par exemple, justement. C'est exactement ça. OK. Dans le fond, au lieu de dire tu ne tapes pas ton frère, ça peut être simplement ici, ce n'est pas permis de taper. Juste une intervention comme ça, on dépersonnalise l'intervention qu'on fait auprès de notre enfant aussi. Dépersonnaliser, j'aime ça. Mais justement, nous sommes des humains comme parents et je dois l'admettre, ça m'est déjà arrivé. Il y a certaines situations, particulièrement, je pense, en petite enfance, et ça revient à l'adolescence, où on peut avoir l'impression que notre jeune, même s'il est tout petit, nous provoque. Je sais que ce n'est pas nécessairement le cas, mais par exemple, on lui dit « ce n'est pas permis de faire telle chose », il nous regarde là, avec un petit sourire taquin et on sent que il y a un petit peu justement là, de provocation là-dedans. Et parfois, après de longues journées, ça peut venir nous chercher. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour tenter d'améliorer nos interventions dans des situations comme ça? Prendre du recul, prendre une pause, se retirer. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va intervenir sur le coup de l'émotion. Et puisqu'on a cumulé notre journée de travail, notre journée de pression, ça va être un bel échappatoire pour tout déverser sur notre enfant automatiquement. Donc, salle de bain, porte fermée, assis à la toilette, 3-4 grandes respirations, c'est efficace. Ça peut faire du bien de juste se retirer soi-même. On parle souvent dans les interventions on demande à l'enfant de se retirer. Mais pourquoi? Quand on perd patience, quand on sent que notre bulle à émotion est vraiment fragile, on peut se retirer nous-mêmes. Ouais, c'est sûr aussi que devant la provocation, ce que je suggère beaucoup, moi, à tous les adultes, c'est faites bien attention. Surtout, chez les tout-petits, la provocation, souvent, ça sert de recherche d'attention. C'est une façon d'attirer l'attention. Puis des enfants, c'est des bons comptables. Si c'est plus payant pour moi de mal me comporter que de bien me comporter, à un moment donné, ils vont investir où c'est payant. Donc, tu sais, il y a peut-être un peu de recul à se dire, ça sert à quoi à mon enfant à provoquer? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Il cherche à obtenir mon attention. Et si je lui en donnais en amont, est-ce que j'ai bien nourri son réservoir d'attention aujourd'hui? Et si j'essayais d'inverser, d'essayer de donner le moins d'attention possible à sa provocation. À la rigueur, si je n'ai pas le choix d'intervenir parce qu'il est en train de décapiter son petit frère, je vais le faire, mais de façon mécanique, en parent robot, en donnant le moins d'attention possible. Mais j'ai en tête, je fais, je pense que mon loulou a besoin d'attention. Alors, j'attends le moment où il est en train de faire ce qu'il faut ou de bien se comporter pour aller le nourrir en attention. Mais attention, un comportement qu'on ne veut pas voir se répéter doit avoir le moins de gains possible. Ou de le désamorcer, finalement. Je prends un exemple. Pendant, justement, le temps des fêtes, longue période avec nos enfants, suivi du confinement, à un moment donné, on était au chalet et je dois l'admettre, cette journée-là, on avait eu moins de temps parents-enfants pour plein de raisons. On avait plein de choses à faire. Et je voyais mes 2, 3 ans, 5 ans sauter sur le sofa. Ils savent évidemment que c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Mais là, c'était pas juste sauter parce qu'au début, on s'est dit, bon, on va les laisser faire. Des fois, justement, ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Alors, ils font un saut ou deux, puis hop, ils voient que c'est pas payant, ils s'assoient. Mais là, on était rendu plutôt dans le salto arrière. Là, il y avait vraiment quelque chose qui se cachait derrière le saut sur le sofa. Alors, mon chum et moi, on est allés les voir, puis on leur a demandé, est-ce que vous aimez ça, sauter? Moi, mais pourquoi vous faites ça alors? Mais on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, alors on saute. Et là, finalement, on a changé ça, on a fait un jeu de société, on s'est assis tout le monde, on a mis sur pause ce qu'on faisait et ils ont été d'une gentillesse infinie parce que
finalement, ce qu'ils voulaient, c'était du temps avec nous et c'était justement, ils recherchaient de l'attention. Bien, j'avoue que notre premier réflexe spontané était plutôt de crier « Arrêtez de sauter! » Mais on sait maintenant, hein, au fil du temps, on apprend, nous aussi, on prend de l'expérience, on se rend compte que ça fonctionne pas de crier justement « Arrêtez de sauter » puis de rester dans la cuisine. Ça fonctionnait pas. Donc, bref, on a désamorcé la situation et je dois l'admettre, ça a été très payant. Je sais par contre, je veux pas culpabiliser personne avec cet exemple-là, qu'un petit mardi soir à 6h moins quart, c'est pas toujours possible de tout arrêter et de prendre du temps. Mais là, dans ce cas-ci... Oui. Par contre, admettons que vous referiez la même intervention la prochaine fois pour la bonne fille, juste pour être sûr que les enfants n'enregistrent pas si on s'ennuie, on n'a qu'à faire des bêtises et ils vont venir nous donner du temps. Pour être sûr que ce ne soit pas l'équivalence qui rentre dans leur subconscient, la prochaine fois, j'aurais tendance à faire la même chose, aller les voir. Est-ce que ça se peut que vous aimeriez savoir de l'attention, vous vous ennuyez? OK. Écoutez, on va faire un deal. Vous allez jouer tranquillement 5 minutes et dans 5 minutes, si vous avez fait ce que vous deviez faire, là, on va venir jouer avec vous. Mais on va attendre pour leur donner ce qu'ils voulaient, que ce soit en lien avec un bon comportement. Parce que des enfants, là, c'est pas super compliqué, hein? Si au moment où ils font quelque chose ou juste après, c'est payant pour eux, ça goûte bon, c'est le fun, ils vont le refaire. Okay. Si au moment où ils font quelque chose ou juste après, c'est désagréable pour eux, ben ils vont chercher à l'éviter. Alors donc, là... Effectivement, je ne dirais pas qu'ils aient capté le mauvais message de ces... Effectivement, lorsqu'on va sauter sur le divan, ils vont venir s'occuper de nous. Là. C'est effectivement pas ça le but. Je vais laisser le temps passer et je vous en reparlerai. Mais bon, pour l'instant, ça semble avoir bien fonctionné. Mais j'aime ça, l'idée de leur proposer. Et puisqu'ils sont petits, on peut justement moduler le temps. Mais l'idée est simplement de dire, occupez-vous quelques instants ou faites X ou Y, peu importe, un bon comportement, un comportement acceptable. Et à la suite de ça, on va prendre du temps avec vous. J'aime cette idée. Et puis, on a abordé une thématique par rapport à la carence. Présentement, les enfants sont en carence d'attention des parents. OK? Souvent, les parents, là, on vit dans une société là, qui roule à 100 000 à l'heure. Hein? Donc, souvent, l'attention qu'on va mettre sur nos enfants, à part les petits bravo champions, comme tu disais tout à l'heure, c'est lorsqu'ils font des gaffes. Donc, habituellement, l'attention que les enfants vont avoir, la majorité du temps, ça va être quand ils vont faire des gaffes. Donc, c'est dans notre rôle de parents de commencer à donner plus d'attention quand ça va bien, plutôt que de juste se fier à dire « Ah, les enfants, ça va bien, ils jouent tout seuls » ou on peut prendre un petit 5 minutes de temps en temps, juste aller passer 5 minutes. Nous, on fait un défi à l'automne habituellement qui s'appelle le défi 10 jours de parents leaders. Et dans une de nos journées, on propose de passer simplement 5 minutes de cœur à cœur avec les enfants. Et là, c'est 5 minutes où je ne suis pas dans ma tête avec une qualité de présence. Je suis dans mon cœur et je suis toute là. Parce que souvent, on en donne l'attention aux enfants, mais c'est de l'attention vide. C'est « Ah oui, elle est belle ta fleur. Oui, super. OK, maintenant, tu vas aller ranger tel truc. » Ou tu sais, des regards très, très furtifs de « Ah oui, super, excellente. » Mais on n'est pas tout à fait là. Tu sais, tantôt, tu le disais, prendre le temps de regarder la fleur pour vrai, prendre le temps de jouer avec mon enfant puis de m'intéresser à lui, le regarder, voir comment je le trouve beau, donner des câlins où on a une qualité de présence, on est vraiment là. Donc, tu sais, c'est pas tant la quantité de temps, parce que les parents disent « Oui, mais j'ai pas le temps. » Un vrai câlin, 30 secondes. Mais même 5 minutes, ne serait-ce que par jour. 5 minutes par jour, je ne peux pas croire. Non. Si à titre de parent, vous n'avez pas 5 minutes par jour à donner à votre enfant, on a un problème. Il y a un problème. Il y a peut-être des choix qu'il va falloir faire quelque part. C'est vrai. Mais je pense que c'est bien, ne serait-ce que c'est ça, d'en prendre conscience, parce qu'on l'a. Là. 5 minutes, c'est certain qu'on l'a. Par contre, on n'est pas nécessairement conscient, justement, du fait que la présence n'est pas réelle, si on veut, et pas bien assise, cœur à cœur, comme tu l'as dit. Souvent, justement, on a l'impression, mais mon Dieu, j'ai passé mes journées avec lui. Ouais, mais en télétravail à côté, ou en écoutant la télé, ou en faisant autre chose, mais pas nécessairement un 5 minutes de qualité. Oui, exact. Au départ, on se parlait d'estime de soi, puis
l'estime de soi, tu sais, on peut avoir plein de trucs, là, tu sais, Ouais. des valorisations, des tableaux de motivation, des cibles, des ça. Mais la qualité relationnelle de la présence de l'adulte, quand l'enfant sent que son parent il a le goût d'être avec lui, qu'il est content d'être avec lui, quand il reçoit de l'amour gratos, ça fait toute la différence dans la construction de l'estime de soi. Et pas, tu as bien fait ça, je vais aller passer 5 minutes avec toi. Oui, faire attention à ça, ou même à la notion parfois de récompense ou même de chantage. Fais ci pour obtenir ça. Notre attention, notre amour, notre estime, notre regard ne devrait jamais se monnayer avec autre chose. Hein? Ça, faut que ce soit gratuit et bienveillant. On continue à travailler là-dessus. Nancy Martin, merci. Ce fut très, très enrichissant et on aura la chance de se reparler. Bye bye. Dans le segment Coup de cœur cette semaine, je voulais vous présenter Educaid. C'est une organisation qui est là pour stimuler la persévérance scolaire chez nos adolescents. Bon, vous allez vous demander pourquoi nous parler d'adolescence alors que c'est un balado sur la petite enfance. Eh bien, j'en discute tout de suite avec Mélanie Kerouac d'Educaid. Bonjour Mélanie. Bonjour. En quoi, Mélanie, c'est important de jeter les bases pour la persévérance scolaire chez nos tout-petits? En fait, plus on commence jeune à investir dans l'avenir de nos enfants, plus ça va avoir un impact. On le voit quand on regarde la littérature scientifique au niveau du déterminant le plus important sur le fait qu'un enfant va décrocher ou pas au secondaire, c'est l'environnement familial, c'est le fait qu'il a manqué d'appui, d'encouragement. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir un rôle, d'être très présent dès la jeune enfance là, au niveau des études de nos enfants. Là, c'est primordial. Mais justement, avec ton expérience, est-ce qu'il y a des causes qui reviennent souvent qui mènent malheureusement au décrochage scolaire chez nos ados? Oui, en fait, le manque de modèles inspirants, ça revient beaucoup. Puis ça, dans le fond, c'est comme un cercle vicieux, là, si on veut. Là, ça commence avec l'absence d'encadrement adéquat ou un milieu familial plus déficient, défavorisé. Ça engendre plein d'autres problèmes, des problèmes de comportement à l'école, des problèmes d'apprentissage. Et souvent, ces parents-là n'ont pas nécessairement les moyens de faire un diagnostic si l'enfant est TDAH ou peu importe. Donc, c'est tous des éléments qui, à un moment donné, rendus en secondaire 3, c'est difficilement récupérable. On peut récupérer, mais plus on commence tôt, puis c'est plus, dans le fond, c'est facile après ça de dire, là, on te donne le coup d'envoi pour ton avenir. Oui, c'est pas grave si tu n'as pas 90 mais au moins de l'outiller vers, pour pas qu'il y ait de difficultés, parce qu'après ça, quand la motivation est plus là, dans le fond, c'est un des autres facteurs, plus on vieillit, là, c'est difficile de raccrocher la personne là, après ça, là. Justement, donc, dans votre organisme Educaid, vous aidez, vous propulsez les jeunes à partir de secondaire 3 en leur remettant des bourses. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, en fait, on travaille avec les équipes écoles pour identifier. En secondaire 3, c'est vraiment le moment névralgique. Là. C'est là que l'enfant commence à penser je continue ou je continue pas. Donc, c'est important d'identifier ceux qui sont plus fragiles. Fait qu'il n'y a rien de mieux que les professeurs là, pour voir à tout ça. Fait qu'eux, dans le fond, une fois par année, nous disent cette année, dans mon école, j'ai cette liste-là de jeunes qui devraient être soutenus par Educaid. Donc, nous, on les soutient sous forme de bourse d'études. Puis, on peut, dans le fond, le montant qu'on leur donne, c'est 500 $. Bon, il y en a qui vont dire 500 $, ça fait-tu vraiment une différence? Et la réponse, c'est oui, parce que c'est, premièrement, pour eux, c'est quand même un plus gros montant que pour un adulte. Et également parce que, dans le fond, c'est comme de leur dire, écoute, il y a un adulte qui croit en toi, il y a un partenaire qui vient puis qui te donne une petite tape dans le dos pour te dire, continue, ça va bien aller. C'est un peu le même, on peut faire le parallèle avec le régime épargne-études. Dans le fond, quand on est jeune, quand on sait que nos parents, nos grands-parents, notre marraine, notre parrain investit, c'est ça, a planifié, que peut-être qu'on n'ira pas à l'université, c'est pas grave, mais qu'on va, dans le fond, faire quelque chose qu'on aime, faire quelque chose qui va nous donner la liberté de choix plus tard. C'est primordial dans la vie. Faut, dans le fond, faut aimer ce qu'on va faire, puis faut investir du temps dans nos études. Fait que ça fait vraiment une différence. Oui. Et à la lumière de votre expérience, en quoi le coup de pouce donné par Educaid a aidé à diminuer le décrochage scolaire?
C'est sûr que moi, je parle par rapport à l'expérience de mes boursiers. Quand on compare avec les chiffres, là, on peut voir que, dans le fond, si on compare avec une clientèle similaire au ministère de l'Éducation qui n'aurait pas eu le soutien d'Éducaid, le taux de diplomation est de 20 points supérieur, dans le fond, au même. Fait que c'est pas rien. Fait qu'on le sait que ça a vraiment un impact. Puis on sait, de par toutes les recherches qui sont faites, que plus on investit tôt, plus ça a un impact. Fait que c'est vraiment facile de comprendre comment ça peut être exponentiel si on commence dès la naissance de l'enfant. Ça fait toute une différence dans sa vie, là. Chez Éducaid, vous aidez les boursiers de façon annuelle. As-tu un exemple, Mélanie, là, concrètement, en quoi ça a aidé leur parcours scolaire? Oui, c'est sûr. Nous, ça fait 20 ans là, qu'Éducaid, ça existe, puis on suit vraiment l'impact que ça a sur nos boursiers par rapport au taux de diplomation. Fait que quand on compare nos boursiers, ceux qui ont eu notre aide versus ceux qui ne l'ont pas eu avec les chiffres du ministère, notre taux de diplomation est 20 points supérieur à celui du ministère. Fait qu'on voit vraiment, que les chiffres parlent, là, c'est concrètement, ça a vraiment un impact de donner la petite tape dans le dos, le soutien, je crois en toi, ça motive l'enfant, puis ça permet vraiment là, de donner des fois le petit coup de pouce nécessaire pour dire qu'il va se rendre jusqu'en secondaire 5. Fait que la réponse, c'est oui, ça fait une belle différence. Ce que je retiens au final, Mélanie, c'est que le coup de pouce que le parent va donner à son enfant à la hauteur de ses moyens par des petits gestes, eh bien, ça peut être déterminant dans son parcours scolaire. On le voit entre autres par les bourses que vous remettez chez Éducaid. Merci pour votre travail. Merci à Nancy Doyon et Martin Daigle de SOS Nancy pour leurs bons trucs. Également un merci particulier à Mélanie Kirouac d'Éducaid qui nous a prouvé à quel point ça peut être payant d'investir dans nos jeunes. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci de suivre ce balado afin d'en connaître davantage sur mes projets. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux Maggie Bélanger afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.